Bonjour, merci à tous de poursuivre ces échanges commencés il y a 3 jours. Comment rester humain dans un monde en mutation? C'est donc la dernière table ronde de cette session. Elle a pour objet de récapituler, malgré un titre un peu inquiétant, les grands dossiers ouverts tout au long de cette édition 2014 des Semaines sociales. Pour débattre, Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL, Daniela Serki, anthropologue, Bruno Latour, anthropologue et philosophe des sciences, Paul Dumouchel, philosophe. Nous accueillerons évidemment vos questions, c'est le principe même du débat, par une Wikiradio qui retransmet la session en direct et qui est animée par Jean-Baptiste Giraud. Quelques questions seront aussi possibles sur papier. La synthèse des questions sera l'œuvre d'Elena Lassida et de Raphaël Butril. Je donne la parole à Jean-Baptiste Giraud. Non? Bon. Donc, nous allons commencer nos échanges. Le débat initial qui a orienté ces semaines sociales porte sur l'irruption des technosciences dans nos vies, sur la question du transhumanisme, qui postule un devoir d'utiliser les sciences et les techniques afin de dépasser notre condition, et sur la nature du saut que l'humanité a déjà effectué. Globalement, en effet, nous avons déjà largement consenti à ces mues dont il a été question pendant ces jours de débat. Les usages s'imposent grâce à la convergence des disciplines avec des applications, notamment thérapeutiques, très vastes. Il ne faut assurément pas s'enfermer dans de faux questionnements pour ou contre la technique. Il n'y a pas de complot, mais continuer à s'interroger sur les mécanismes du changement et cette formidable accélération qu'il prolonge, s'interroger aussi sur ce que nous lui sacrifions au nom de ses apports parfois salutaires. Quelle part d'intimité, par exemple? Quel choix éclairé et libre est encore possible? C'est une des questions qui hante le débat. La prise individuelle et collective que nous avons sur ce saut. Peut-on prétendre se libérer de notre condition humaine? Quelle sera la nature de cette délivrance? La question, là encore, est individuelle et collective, donc politique. Martine Aubry en a largement parlé ce matin. Qui décide et à quelles conditions politiques? Plus peut-il être synonyme de mieux? Il faut évidemment aborder ces questions sans trop de crainte et de peur, mais aussi avec lucidité. Chacun d'entre vous, autour de cette table, aura donc 15 minutes pour développer son propos, puis les questions de la salle et de la Wikiradio, telles qu'on l'a dit tout à l'heure. C'est Madame Falque-Pierrotin qui va ouvrir ces échanges. Elle a la parole pour une quinzaine de minutes. Chacun des intervenants aura 15 minutes. Et ensuite, l'échange se poursuivra par les biais que j'ai indiqués tout à l'heure. À vous, Madame. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour à tous. Merci de... Pardon ? Est-ce que vous m'entendez ? Bon. Alors, bonjour à tous à nouveau. Et merci de... Plus fort encore. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Bon. Donc, je répète à nouveau mes remerciements pour participer à cette table ronde et vous dire de prime abord que lorsque je regardais, pour préparer celle-ci, les documents de vos 3 jours, et notamment les documents d'hier, j'ai été frappée par un mot qui était le mot « demain ». Il y avait écrit « transmettre demain, pouvoir demain, entreprendre demain ». Et donc, un espèce de mot « demain » égrené au fil des manifestations. Et ce que je voudrais dire, en tant que présidente de la CNIL, et de prime abord, c'est que ce dont nous allons parler ensemble, ce n'est pas une question de demain, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une question d'aujourd'hui. Et en fait, quelle est la question? La question, c'est que, dans le fond, on a changé d'univers. On a, dans les 15 dernières années, changé d'univers. On est passé d'une informatique qui calculait très très bien, à ce qu'on peut appeler un numérique ambiant. Qu'est-ce que c'est un numérique ambiant? C'est le fait que l'individu, il est désormais, je dirais, au cœur d'un maillage
d'information qui vient principalement de lui, mais qui vient aussi de toute une série de capteurs, son téléphone portable, des outils électriques, la montre connectée qu'il porte au poignet, et que ces capteurs, ces données sont de plus en plus finement analysées par des acteurs économiques, et notamment ces géants du numérique, pour nous offrir des biens et des services. Et pourquoi est-ce que j'appelle ça un numérique ambiant? Parce que dans le fond, ce numérique, il transcende un peu la division qu'on avait jusqu'à présent. On parlait de l'univers physique et de l'univers online. C'est fini. Il n'y a plus de division entre le réel, le physique et le virtuel. On est tous plongés dans ce flux d'informations pour l'ensemble de nos activités privées, professionnelles, et je dirais que cette infrastructure de la donnée, elle est un peu comme l'air. Elle ne se voit pas, mais pour autant, elle existe fortement. Alors la question, c'est comment est-ce que l'humain se tire de cette nouvelle situation? Ce que je voudrais dire, c'est que la première réaction qu'on peut avoir, c'est une réaction quand même éminemment positive. Cette infrastructure de données, elle permet une explosion de la créativité humaine. On n'a jamais eu autant dans les dernières années d'innovation, de biens, de services à la portée finalement presque de n'importe qui. Les échanges de voitures, les échanges d'appartements, la possibilité de produire soi-même son disque. Il y a toute une série d'innovations qui ont été rendues possibles par finalement cette infrastructure d'information qui est dans laquelle nous sommes désormais plongés. Mais évidemment, de par la position qui est la mienne, il y a quand même un certain nombre de questions que ce numérique ambiant suscite, et je voudrais en évoquer 3 avec vous. La première question, ou la première figure, c'est celle que j'appellerais celle de l'homme transparent. Dans cet univers nouveau, ce déluge d'informations, les capacités d'analyse et de traitement des données sont quasiment infinies. Et on l'a vu, les données sont partout. Donc, de ce fait, la capacité de connaître les individus, non seulement leurs habitudes de consommation, mais leur mode de vie, l'endroit où ils se déplacent, presque leurs intentions, demain leurs émotions, cette capacité devient extrêmement réelle. Elle est d'autant plus réelle que certains acteurs ont la capacité de croiser des informations qui, a priori, sont séparées. Je pense à une société comme Google. Google est probablement l'acteur au monde qui sait le plus de choses sur vous. Il connaît vos recherches, donc vos centres d'intérêt. Il connaît les messages que vous échangez. Il connaît votre localisation, dans certains cas, le lieu de vos rendez-vous. Il connaît énormément de choses sur vous, puisqu'il est capable de croiser les informations sur vous en fonction de ces services qu'il vous offre. Donc, pour la première fois, nous avons la capacité, pour lui offrir un service personnalisé, mais de connaître des individus avec une finesse sans précédent. Mais entre le service et dans le fond la surveillance, il n'y a peut-être qu'un pas. Et nous l'avons vu avec Snowden. Qu'est-ce qui s'est passé avec Snowden, dans les révélations de M. Snowden en juillet 2013 ? Nous nous sommes aperçus que cette infrastructure de surveillance très complexe, construite par principalement les acteurs privés pour leurs propres usages, eh bien que la NSA, donc des acteurs publics, pour des finalités complètement étrangères, demandaient accès aux mêmes informations. Et que dans le fond, on changeait un peu le paradigme de la surveillance. Jusqu'à présent, on surveillait des personnes envers lesquelles il y avait une présomption de risque, et celles-ci, on les mettait
sous surveillance, alors que dans la réalité qui a été révélée par Edward Snowden, dans le fond, on collecte toutes les informations sur tout le monde et on voit après ceux qui sont, le cas échéant, susceptibles d'être plus dangereux que les autres. Donc on voit bien que grâce à ces nouvelles technologies, on est passé d'un système où, a priori, tout le monde pourrait être potentiellement suspect. Alors, on vous dit, mais écoutez, c'est pas grave, d'abord, c'est la contrepartie du service qu'on vous rend, et puis on vous dit surtout, si vous n'avez rien à cacher, il n'y a pas de problème pour vous. Mais la protection de la vie privée, c'est pas de cacher ses secrets, voire ses turpitudes, parce que c'est un peu ce qu'on a l'air de vouloir dire. La protection de la vie privée et de l'intimité des personnes, c'est la protection de leur autonomie, de leur liberté de choix, finalement de leur dignité en tant que telle. Donc on voit bien que vie privée, autonomie sont intrinsèquement liées et qu'un individu qui serait en permanence sous surveillance, que ce soit par les acteurs privés ou par les acteurs publics, eh bien c'est un individu qui probablement ne serait pas entièrement libre. Donc si nous voulons rester humains, il faut donc, me semble-t-il, lutter contre la tentation de surveillance généralisée, qu'elle soit activée par les acteurs privés ou par les acteurs publics, tentation qui est au cœur de cet univers numérique. Cet univers numérique permet cette surveillance généralisée, elle ne l'autorise pas pour autant. Ceci m'amène à la deuxième figure, à la deuxième question que je voulais évoquer avec vous. Et notre introducteur l'a mentionné brièvement, c'est l'autonomie de choix des personnes. Dans notre société, la notion d'individu et de personne humaine, c'est pour partie formé sur l'idée que cet individu, cette personne humaine, a une capacité de choix, un libre arbitre. Et d'ailleurs, tout le droit de la responsabilité vient de là. Dès lors, on peut s'interroger sur cet univers numérique piloté par les données et piloté par un objet nouveau qui fait son apparition, qui sont les fameux algorithmes. Qu'est-ce que c'est que les algorithmes ? Les algorithmes, c'est la capacité de traiter d'une façon efficace une masse quasiment infinie de données. C'est la capacité, dans le fond, de faire parler les données en les faisant entrer dans des modèles mathématiques permettant aux données, finalement, de révéler des liens de causalité et donc des explications par rapport à un phénomène donné. Alors, il y a des tas d'exemples qui correspondent à ça. Vous avez les données médicales qui, traitées, vous permettent de révéler un taux de risque. Vous avez les données d'assurance qui permettent de définir des ratios de primes, etc. Mais par rapport à ça, on peut quand même s'interroger. Est-ce que l'individu ne va pas, dans le fond, perdre une capacité de choix par rapport à un système qui ne va plus ne lui présenter que ce que le modèle a décidé pour lui, c'est-à-dire une offre adaptée à ce que le modèle sait de lui. Et dans le fond, progressivement, est-ce que le modèle ne va pas lui donner accès qu'à une réalité modifiée ? Et les chercheurs, certains d'entre eux, appellent ça d'être dans une bulle. Est-ce que nous serions gagnants à ne se voir présenter qu'un écho de nous-mêmes, dans le fond ? Deuxième question, est-ce que toutes les décisions sont dans le fond modélisables ? Est-ce que toutes les décisions judiciaires, les décisions médicales, est-ce qu'elles peuvent véritablement être traitées via un modèle ? L'exemple de la voiture qui demain se dirigera sans pilote, c'est un exemple assez intéressant. Acceptera-t-on demain
que la machine, face à un obstacle, décide à ma place d'éviter le groupe de piétons et par conséquent de prendre la décision de prendre ma vie plutôt que de me sauvegarder moi. On voit bien que derrière ces modèles, en réalité, il y a des conventions, et plus que des conventions, il y a des choix qui sont des choix éthiques, philosophiques, qui sont très importants. Et je voudrais citer quelqu'un qui a été un peu un spécialiste des modèles, qui s'appelle Pentland. Pentland, il dit « Le big data permet de voir la société dans toute sa complexité ». Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le fond, le big data, c'est l'œil de Dieu. Parce que ça permet de révéler des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu et que le modèle, lui, va mettre en lumière. Alors, moi, je pose juste une question. Est-ce que nous ne sommes les uns les autres que simplement notre nuage de données, traitable probablement d'une façon très intelligente, mais est-ce qu'on n'a pas d'autre manière de prendre des décisions, d'accéder quelque part à une forme de vérité, peut-être par l'art, peut-être aussi par la spiritualité. Dernière figure, et je ne sais pas si j'ai encore le temps pour ça, oui. La figure, le troisième risque, le risque d'exclusion. C'est un risque dans un univers qui est entièrement piloté par la donnée, qui est un risque réel et qu'on voit dès maintenant. Je vous donne un exemple, le secteur de l'assurance. De plus en plus, les primes d'assurance ne sont pas fonction du nombre de kilomètres que vous faites, pay as you drive, mais de la manière dont vous conduisez, pay how you drive, vite, des à-coups, vous avez des accidents, pas des accidents. Et demain, ça sera pay how you are, c'est-à-dire comme vous êtes. Et on intégrera dans le calcul de votre prime bien d'autres choses que votre manière de conduire, mais ce que vous êtes, vous, révélé par les réseaux sociaux, par toute une série d'autres paramètres. Et c'est très efficace. Mais on voit bien que là, qu'est-ce qui se passe? Que dans le fond, la logique de la mutualisation, qui était construite sur une forme d'ignorance, eh bien cette logique de la mutualisation, elle va probablement être un petit peu endommagée dès lors qu'on est capable d'individualiser fortement le risque. Et la question qui vient immédiatement, c'est qui demain assurera les mauvais risques? Puisqu'on saura presque sûrement comment, individu par individu, déterminer le risque de celui-ci. Cette question, elle est déjà posée dans certaines industries. Elle le sera, j'imagine, encore plus demain lorsqu'il s'agira de l'humain lui-même. Je crois qu'un intervenant va parler du transhumanisme. Je crois que le transhumanisme posera très clairement la question demain, qui est, donc le transhumanisme, il ne s'agit pas simplement de réparer l'humain, mais éventuellement de l'augmenter. La question que ça posera, c'est qui a accès, dans le fond, à ces nouveaux services, à ces nouvelles potentialités offertes par les individus. Voilà 3 questions que nous pose cet univers numérique ambiant et qui, me semble-t-il, sollicite la définition de l'humain d'une façon très inédite. Je crois que les nouvelles technologies, la technologie, ça n'est pas une loi de la nature, ça n'est pas un objet sacré. C'est quelque chose sur lequel nous devons, en tant qu'humains, poser notre marque, faire des choix. Et nous sentons bien que, et moi je le sens en tant que praticienne de ces questions, qu'il est probablement temps de les faire, ces choix. Et qu'il y ait donc un débat sur ceci pour que, en tant qu'individu, en tant que responsable public, mais aussi au niveau personnel, nous puissions, le cas échéant, définir des frontières, fixer peut-être des tabous et, je dirais, dire à quelles conditions nous souhaitons utiliser l'ensemble de ces potentialités. Je voudrais juste terminer par une anecdote que j'ai trouvée en préparant cette intervention,
que je voudrais vous citer parce qu'elle est quand même très intéressante. En 1955, la société IBM France introduisait en France ses ordinateurs, ses machines à compter, ses computers. Et elle cherchait une traduction du terme de computer. Un cadre de la société IBM France conseilla de consulter un de ses anciens professeurs, Jacques Perret, qui était titulaire de la chaire de philologie latine à la Sorbonne. Et le professeur Perret, par une lettre du 16 avril 1955, répondit la chose suivante. « Que diriez-vous d'ordinateur ? C'est un mot correctement formé qui se trouve même dans le littré, comme adjectif désignant Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Un mot de ce genre a l'avantage de donner aisément un verbe, ordiner, et un nom d'action, ordination. L'inconvénient est que ordination désigne une cérémonie religieuse, mais les deux champs de signification, religion et comptabilité à l'époque, sont si éloignés, et la cérémonie d'ordination connue, je crois, de si peu de personnes, disait-il, que l'inconvénient est peut-être mineur. D'ailleurs, votre machine serait ordinateur et non ordination, et ce mot est tout à fait sorti de l'usage théologique. Le mot ordinateur a effectivement été pris par IBM, et finalement, la question que nous nous posons n'est finalement rien d'autre que celle qui se posait déjà en 1955, mais avec quelques années de différence. Merci à tous. Merci Madame d'avoir souligné assez clairement quelques risques bien repérés, dont la CNIL que vous présidez s'occupe, pour les libertés, la question de la surveillance, des risques d'exclusion, etc. Changeons de dimension avec Diana Serki, avec des projets plus ambitieux encore, des visions du monde vers lesquelles on se projette. À vous la parole. Merci. Alors moi, j'ai pris à la lettre la question qui était posée dans la définition de la table ronde, soit comment rester humain, et j'ai décidé d'interroger cette question à partir de mon regard d'anthropologue impliqué dans les relations, enfin impliqué dans l'étude des relations entre les nouvelles technologies et la société. Alors cette nouvelle question, comment rester humain, elle est évidemment empreinte d'humanisme. Elle part du présupposé qu'il est nécessaire de rester humain. Alors je ne vais pas la mettre en cause. À titre personnel, j'adhère à cette question, elle me parle, elle me convient, donc il ne s'agit pas pour moi de personnellement la remettre en cause, mais de l'interroger. Alors, comment rester humain ? Il n'y a bien sûr pas de recette miracle. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut inventer collectivement, si on y croit. Mais mon propos aujourd'hui est de vous rendre attentif au fait que je pense qu'il est vain d'essayer d'y répondre directement. Alors, d'abord parce que j'ai encore 14 minutes devant moi, donc je n'essayerai même pas de me lancer dans une réflexion essayant de définir ce qu'est l'humain, mais je vous renvoie la balle à tous. Hein. Le mot humain n'arrête pas de revenir comme s'il était une évidence clairement définie. Or, il y a quelque chose de très relatif dans la définition de l'humain. Chaque société a sa propre définition de l'humain et chaque individu, je suis sûre que si on faisait un petit sondage là et qu'on vous demande à chacun 2 mots-clés qui caractérisent l'humain, on aurait de quoi débattre pendant une semaine déjà. Donc, c'est dire que les 13 minutes qui me restent maintenant n'y suffiraient pas. Donc je n'essaye même pas, mais je vous rends attentif à la chose. Et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais me concentrer par contre, c'est la question du comment. Comment rester humain ? La question du comment, c'est une question qui toujours se porte sur une tentative de gestion des conséquences de quelque chose. Et c'est très bien que mon intervention arrive dans la suite de la vôtre, parce qu'avec la CNIL, nous avons une belle illustration du type de questions que notre société pose la plupart du temps aux nouvelles technologies, questions qui consistent à se demander comment gérer l'impact, comment gérer les usages de technologies qui nous submergent. Pour ma part, je pense que pour être à même d'appréhender de manière adéquate ces questions qui portent au fond sur ce qui se situe en aval de l'objet technique, il est nécessaire d'abord de remonter en amont et de s'interroger sur la définition de l'humain, la définition de la société,
qui préexiste à l'objet technique et qui se concrétise. Donc s'interroger sur le projet que ces nouvelles technologies veulent réaliser pour être mieux à même d'en mesurer les impacts et les usages positifs ou négatifs. Donc au fond, quelle est la finalité pour notre société de développer toutes ces technologies au service? On dit souvent que la technique est neutre. Je pense qu'au contraire, la technique n'a absolument rien de neutre. Elle est toujours au service d'un système de valeurs. La technique est pensée par des humains, construite par des humains, au service d'une image de ce que devrait être notre vie ensemble, qui est celle que se font les personnes qui construisent ces objets. Et à plus forte raison, nous, les usagers, nous aussi, nous partageons ce point de vue, sinon, tout simplement, on n'utiliserait pas ces technologies. Donc, au service de quels projets sont ces technologies? Dans la présentation de la table ronde, je continue mon exercice scolaire, je pars du titre, puis je prends la première phrase de présentation. Les transhumanistes nous proposent un avenir dans lequel on transcenderait la condition humaine. Les transhumanistes sont présentés comme une catégorie, c'est les transhumanistes, c'est eux, une catégorie de personnes qu'on regarde un peu de l'extérieur en se disant mais au fond, où veulent-ils nous emmener? Et moi, mon propos, c'est d'essayer de vous dire que je pense qu'il faut prendre les choses complètement dans l'autre sens, parce que notre société est une société profondément transhumaniste. Et dans ce contexte, la question qui se pose, si on considère que le contexte est une société transhumaniste, la question, c'est pas comment rester humain, c'est pourquoi rester humain. Pourquoi faudrait-il rester humain dans une société qui se dote de toutes les technologies lui permettant, à la limite, de programmer son auto-extinction, très paradoxalement, à travers un projet d'immortalité individuelle. Projet d'immortalité individuelle qui conduit à la fin d'une espèce. C'est pas le moindre des paradoxes. Mais donc, c'est la question humaniste posée dans le titre qui fait, à mes yeux, figure d'exception, plutôt que la question pourquoi rester humain. Il suffit de se référer à la définition de la santé de l'OMS, posée en 1948, Organisation mondiale de la santé, qui nous dit en 1946 que la santé n'est pas juste l'absence de maladie ou d'infirmité, elle concerne un bien-être individuel, physique, psychique et un bien-être social aussi. Là, on a posé les bases qui font qu'il est impossible à présent de dire ce qui se fait parfois, à savoir opposer les usages thérapeutiques de ces technologies aux usages, entre guillemets, transhumanistes. Souvent, on se soulage la conscience en disant, mais finalement, ces technologies, si c'est pour des usages thérapeutiques, c'est bien. Là, de nouveau, on est du côté des usages, mais ces idées de transcender la condition humaine, on a un peu un côté politiquement correct qui nous fait dire que c'est moins bien. Or, la définition même de la santé de l'OMS nous montre que finalement le projet transhumaniste même est inscrit dans ce que nous appelons la santé. Dans une société consumériste dans laquelle on invente de plus en plus de besoins, c'est aussi toute notre définition du bien-être qui se déplace, on met la barre toujours plus haut, on augmente les performances, et je ne sais pas combien parmi vous me diraient qu'ils n'ont jamais pris un café pour se réveiller le matin, ou qu'ils n'ont jamais pris des vitamines au mois de novembre parce que c'est l'automne, ou encore certains auteurs parlent même de la vaccination comme étant un facteur de modification de nous-mêmes qui nous entraîne dans cette voie du dépassement. Donc se pose toute la question des limites que manifestement dans notre société nous n'avons pas vraiment envie de poser. Je veux dire, c'est un constat. Il y a des manifestations comme celle à laquelle nous participons aujourd'hui qui réfléchissent à la question, qui m'apparaissent un peu comme des résistances au mouvement, mais je pense qu'il faut être conscient du fait que dans notre société, on a la particularité d'avoir un mythe de l'âge d'or qui se situe en avant. Beaucoup de sociétés, et en particulier aussi dans le catholicisme, on a le mythe du paradis perdu, mais avec... je vais très très vite et je m'en excuse, mais avec le passage d'une société qu'on peut schématiquement décrire, passage d'une société théocentrée à une société technocentrée,
au moment où on pense sortir de l'obscurantisme avec la modernité et l'idée que la religion est une croyance et qu'on va se défaire des croyances et qu'on va entrer dans des choses objectivement scientifiques, je crois vraiment qu'on a remplacé un système de croyances par un autre et que la particularité de ce système de croyances, c'est de nous faire penser que l'âge d'or est encore à venir et que donc il faut développer toujours plus de technologies pour aller dans ce sens-là. Et donc, voilà, je pense que ces technologies, alors je ne sais pas, vous allez peut-être parler de la question de la représentation des robots dans notre société, si j'ai bien compris, comme partie prenante d'un système de contrôle. Ai-je bien compris ? Peut-être, oui. Peut-être, bon, je veux pas, mais toujours est-il que c'est pour dire que ma conclusion, au fond, si j'ai bien compris ça, rejoint votre propos dans le sens où il y a une volonté de maîtrise très très claire dans notre société. On a maîtrisé l'espace, on a maîtrisé le temps, maintenant on maîtrise notre propre corps. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir reproduire. Pourquoi se contenter de reproduire du même alors que l'humain est faillible? Donc on essaye de reproduire du mieux. Et ça, je pense que c'est un peu le système de valeurs que je qualifie volontiers de bulldozer, qui est un peu celui qui est communément partagé dans notre société. Ensuite, il y a des résistances. Ces résistances, d'après ce que j'observe, pour le moment, ne sont pas à même d'aller à l'encontre de ce mouvement. Et je pense que s'il n'y a pas un changement social de fond, cette société transhumaniste, encore une fois, qui est la nôtre, je veux dire, le problème, ce n'est pas de savoir ce que nous allons devenir, c'est déjà de savoir ce que nous sommes aujourd'hui, quelles sont les valeurs que nous voulons en tant, finalement, humains, post-humains, peu importe, comment voulons-nous vivre ensemble demain? C'est ça la question de fond. Et je pense qu'une fois qu'on aura répondu collectivement à cette question, il sera plus facile de revenir à cet humanisme qui, si collectivement nous décidons que certains critères doivent être conservés, alors après, il sera temps de se poser la question du titre et on se reverra pour parler de comment rester humain. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Daniela Serki pour avoir lu beaucoup de choses de chacun d'entre vous, mais notamment de Paul Dumouchel. Pour lui, les robots sont humains, trop humains. À vous. Ah, moi, d'accord. Ah bon, d'accord. Okay. Merci. Je me demandais comment vous saviez ce que j'allais dire. Bon, passons. Alors, en fait, je vais parler de la représentation populaire des robots et de la technologie et comparer une certaine représentation qu'on trouve en Occident et une représentation qu'on trouve au Japon, où j'habite depuis maintenant 11 ans. Mais avant de faire ça, je vais faire comme conférencière précédente, je voudrais parler un peu de la question elle-même. Alors, la question, comment rester humain dans ce monde en mutation? Alors, mon premier sentiment, c'est de dire, comment faire autrement? Il n'y a pas si longtemps, la question ou la problématique était entièrement différente. L'homme voulait devenir Dieu, se dépasser lui-même, dépasser la condition humaine, accéder à une forme supérieure d'existence. La question « comment rester humain » suggère la peur de ne plus l'être, d'échouer à l'être, alors que précédemment, le but semblait au contraire le désir de transcender l'existence humaine, d'échapper à ses limites. Alors, on dira que jusqu'à un certain point, on retrouve cette idée, ce même désir dans le transhumanisme, ce qui est, je crois, partiellement vrai. Mais il y a au moins deux différences importantes. Premièrement, la première, c'est que ce qui se présentait auparavant comme un projet métaphysique, comme une aventure spirituelle, se donne aujourd'hui comme une transformation matérielle. Et ce n'est pas la même chose. Le changement qu'on envisageait concerne le corps et une intelligence qui n'est pas conçue comme un esprit. La seconde différence, qui est étroitement liée à la première, est que l'impression dominante n'est pas tant celle d'un projet qu'on embrasse avec enthousiasme que celle « Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive ?» C'est-à-dire une situation qui nous échappe et qui nous inquiète. Ce n'est pas entièrement étonnant, me semble-t-il, parce que dans notre expérience, notre compréhension spontanée de l'esprit est active. L'esprit, c'est un agent.
C'est quelque chose qui est capable de changer le monde et de se changer soi-même. Tandis que le corps est passif, c'est un patient qui subit des transformations de l'extérieur, qui est malade ou bien portant, qui vieillit, qui grandit, et puis ensuite qui se détériore. Or, le projet transhumaniste suppose d'agir de l'extérieur sur le corps et l'intelligence afin de les rendre différents, plus performants et plus durables. Il les traite comme des choses et ne considère nullement la pensée comme un esprit. Or, demander comment rester humain dans un monde en mutation, c'est demander comment résister à ce qui nous arrive. Mais justement, les transformations technologiques qui apparemment nous menacent ne sont pas des choses qui nous arrivent de l'extérieur comme la pluie et le beau temps, mais des choses que nous faisons. La question n'est donc pas de savoir comment rester humain, mais de savoir quel avenir nous voulons. Et là, je rejoins l'autre. Et cette question est spirituelle au sens suivant, au sens qu'elle exige de nous que nous nous changions nous-mêmes, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, au moins en ceci, que nous considérions ces transformations du monde comme le résultat de nos actions et de nos décisions plutôt que comme des choses qui nous arrivent. Certes, chacun d'entre nous, pris individuellement, est aussi impuissant face à ces changements qu'il ne l'est face à la pluie et au beau temps ou face à une catastrophe naturelle. Il n'empêche que la façon dont les impacts du climat se présentent, leurs conséquences dépendent en grande partie de nous et de ce que nous voulons faire et de ce que nous faisons. Essayez de faire pousser des oranges au Canada ou des courgettes au Japon. Et les conséquences d'un tremblement de terre ou d'une tempête dépendent elles aussi de ce que nous faisons et de ce que nous voulons. Cesser de restaurer les digues, parce qu'on préfère utiliser son argent autrement, fait que quand il y a un ouragan, il y a des conséquences. Or ici, on n'est pas dans le cas des innovations techniques et sociales. Notre action n'est pas limitée à la marge de manœuvre que nous laisse l'événement après coup, puisque l'événement lui-même dépend en grande partie de nous. Le problème auquel nous faisons face, selon moi, est donc essentiellement politique, au sens où c'est celui de l'action collective. Comment rester humain dans ce monde en mutation signifie essentiellement quelle transformation du monde voulons-nous, ou du moins, c'est ainsi que je crois que nous devrions le comprendre. Pour le dire autrement, ce qu'il nous faut avant tout, c'est une transformation du regard. Alors cette transformation et la possibilité d'un point de vue différent sur les techniques, c'est ce que j'aimerais maintenant illustrer à l'aide d'une comparaison entre deux attitudes différentes à l'égard des robots et de la technique qu'on rencontre dans la culture populaire, l'une en Occident et l'autre au Japon. Alors, combien de temps il me reste? Il vous reste 8 minutes. Oh, c'est formidable, OK. Voilà, c'est ce que je peux faire. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il n'est pas facile de répondre à la question « qu'est-ce qu'un robot ?» Alors, le terme, vous savez probablement, a été introduit par un auteur tchèque qui s'appelle Karel Čapek et qui, dans une pièce qui est parue dans les années 20 et qui s'intitulait Rossum Universal Robot, enfin, c'est la traduction anglaise, et l'univers des robots, ou les robots universels de Ruhr et de Rossum. Et ces robots sont en fait des androïdes, donc de biologie synthétique, ce n'est pas des êtres mécaniques, mais c'est des êtres biologiques, et ils sont absolument semblables aux humains. Et ils servent, alors le mot est introduit pour décrire ces êtres, qui servent en fait de travailleurs. Ce sont des travailleurs. Et le concept de robot va finalement être un concept hybride qui comprend deux choses, l'idée de machine artificielle partiellement autonome, ce qui est en fait un critère d'ingénierie, et d'autre part, un critère de fonctionnalité sociale qui est celui de qui travaille à notre place. Or, ça donne des résultats étonnants. Et ça donne, entre autres résultats, quand en français, on parle de robot de cuisine. Parce qu'en anglais, on n'appelle pas un robot de cuisine, on appelle ça un food processor, parce que, je veux dire, ça ne fait pas du tout penser à un robot. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça robot? Parce qu'en fait, il fait des choses pour nous dans la cuisine. Or, la question qui se pose, c'est pourquoi voulons-nous des robots? Et je pense que nous voulons des robots, en fait, parce que nous voulons des êtres qui nous ressemblent, et des êtres qui travaillent pour nous, mais nous voulons surtout qu'ils ne soient pas exactement comme nous.
Nous voulons en fait qu'il soit presque comme nous, mais qu'il n'ait pas comme nous la liberté, l'autonomie, l'indépendance, la capacité de remise en cause qu'ont les vrais travailleurs, par exemple. Et dans la pièce de Čapek, alors les robots, à la fin, ben, ils se révoltent. Ils se révoltent et ils vont tuer tous les êtres humains. Et ayant tué tous les êtres humains, ils vont entre autres tuer, détruire la formule qui leur permet de savoir comment se créer eux-mêmes, et donc ils seront éliminés. Et ce qui est véritablement intéressant, me semble-t-il, c'est la chose suivante. C'est que quand ces robots se révoltent, ils se révoltent parce qu'il y a quelqu'un qui va encourager l'ingénieur à créer un robot qui est véritablement comme nous. C'est-à-dire qu'il y a des émotions, c'est-à-dire qu'il y a une certaine liberté, qui devient autonome, et c'est lui qui va commencer la révolte des robots, et c'est quand ils sont exactement comme nous que les robots vont devenir violents et vont nous détruire. Or, ce mythème, parce que je pense que c'est un mythème au sens propre, ce mythème, il va traverser toute la culture occidentale depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui, et on le retrouve dans un ensemble de films en particulier, de films à grand succès, comme The Matrix ou bien Terminator. Et dans ces films, ce que vous avez, c'est toujours la même chose, c'est l'homme s'abandonne à la technique se révolte, pour ainsi dire, les robots se révoltent, et puis il y a un effort pour essayer d'échapper et de vaincre les robots autonomes. Or, il y a dans la culture japonaise une représentation des robots autonomes qui est complètement différente. Alors, je ne veux pas dire que la même représentation des robots dangereux n'existe pas dans la culture japonaise, mais existe aussi une représentation dont le représentant le plus fameux est un petit robot qui s'appelle Astro Boy. Alors, c'est une bande dessinée qui est faite dans les années 50. Et Astro Boy, en fait, ce qu'il fait, c'est un robot qui est créé par un monsieur, un savant, son fils va mourir dans un accident de la route. Et il va donc créer ce robot. Et ce robot est un robot particulier, qui est parfaitement autonome, et il est particulier parce qu'il a une âme. Et ça veut dire quoi qu'il a une âme? Alors, il faut savoir qu'au Japon, les objets inanimés ont des âmes. Hein? Les arbres, les choses ont des âmes, ce qui fait qu'un robot a une âme, ça n'a rien de particulièrement choquant. C'est pas tout d'un coup on a fait quelque chose qui nous ressemble tellement qu'il a une âme. C'est en fait, bon oui, il y a plein de trucs qui ont des âmes. C'est pas réservé aux êtres humains. Et le fait que Astro Boy soit comme nous, ça veut dire entre autres qu'il est fragile, il doute de lui-même, il est nostalgique. Il y a une scène assez émouvante où, après avoir gagné un combat et tout, il est sur le pont et il regarde les étoiles et il se dit qu'il n'a pas de maman, alors que tous les autres garçons ont des mamans. Et c'est parce que, l'argument, c'est que c'est parce que Astro Boy est autonome, parce qu'il est fragile, qu'il est en fait, comme nous, qu'il est capable d'être un héros. Et on va retrouver cette chose de façon légèrement différente dans tout un ensemble de mangas et aussi d'animés, de bandes dessinées, dont le premier, le plus connu, c'est seulement Gundam, enfin, du moins au Japon, et puis il y en a un qui s'appelle Evangelion aussi. Et là, ce ne sont pas des robots autonomes, là, ce sont des robots qui sont, si vous avez vu les films Iron Man, c'est exactement ça, c'est-à-dire des exosquelettes mécaniques dans lesquels il y a une personne qui, en général, est un adolescent, qui conduit le robot. Et ce qui se passe dans cette histoire, c'est que ces gens sont toujours... le couplage entre le robot et l'adolescent va être l'occasion pour l'adolescent d'acquérir une certaine maturité psychologique et de devenir un être humain à part entière. Et en fin du compte, ce qu'on voit dans ces mangas, c'est qu'en fait, le rapport entre l'homme et la machine est pensé comme ce qu'on appelle un roman de formation. C'est-à-dire que la technologie est, pour les êtres humains, une occasion de devenir meilleur et de devenir plus humain. C'est une représentation complètement différente. Et c'est une représentation complètement différente pour une autre raison encore.
Si vous regardez un film comme The Matrix ou un film comme Terminator, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, le réseau devient autonome. Et le réseau étant devenu autonome, les problèmes commencent. Et le héros va se battre contre soit Terminator, soit d'autres robots, soit contre l'agent Smith dans The Matrix. Mais le véritable ennemi, ce n'est pas un robot individuel. Le véritable ennemi, c'est un système. C'est la technique entière qui est devenue une chose omnipotente et omniprésente, une espèce d'entité mythique et mystique contre laquelle nous nous battons. Or, dans la représentation japonaise du robot, enfin, dans une certaine représentation japonaise du robot, le robot est en fait au contraire, et la technologie est au contraire, le triomphe de l'individu. Le triomphe de l'individu en 3 sens au moins. Premièrement, il y a toujours quelqu'un qui crée l'objet technique qui va être l'argument majeur du film ou de la bande dessinée. Et c'est une grande réussite scientifique. Deuxièmement, la personne qui sera l'acteur principal et qui va être en interaction avec cette machine va, par cette interaction avec la machine, devenir un individu à part entière. Et troisièmement, en utilisant cette machine, il va devenir un héros, un individu hors norme, tandis que dans la représentation, et que vous retrouvez aussi dans un film comme Transcendence, ce film récent, ce qui se passe, c'est que la technique elle-même devient autonome. Et c'est quelque chose que personne ne fait, qui se passe sans nous, qui se fait tout seul. Donc, il y a là non seulement une représentation très différente, mais il y a là aussi autre chose, c'est que je crois qu'on peut montrer des objets techniques qui correspondent à l'une ou l'autre représentation. Et un des objets techniques, c'est, justement, ça en a été question, certains algorithmes, qui sont en fait des, qu'on appelle souvent des agents intelligents ou des agents artificiels. Mais ces agents artificiels, ils ont comme caractéristique d'être en fait des agents logiques. Ce n'est pas des agents matériels. Alors, je vais vous donner un exemple que vous avez peut-être déjà vécu, mais si, comme moi, vous voyagez beaucoup, ça peut vous arriver que vous allez quelque part et que vous utilisez soit un distributeur de billets, soit que vous essayez d'acheter quelque chose sur Internet et que vous savez qui vous êtes, vous savez combien d'argent il y a à votre compte en banque, et pourtant, ça vous est refusé. Et pourquoi ça vous est refusé? Ça vous est refusé parce qu'il y a quelque part un algorithme qui compte et qui dit oh, « vous ne devriez pas être en France, vous ne devriez pas acheter un truc comme ça, donc c'est de la fraude », et qui vous la refuse. Alors, le problème, ou plutôt la question qui se pose, c'est qui a fait ça? Ah, la réponse, c'est qui a retenu votre carte bancaire? La réponse, c'est personne, le système. Mais en fait, la réponse, c'est un système. Et ce système, il est mis en place pour des raisons tout à fait particulières, qui sont pas nécessairement, il ne faut pas imaginer que ces raisons sont machiavéliques, mais elles donnent des résultats qui ont comme caractéristique qu'il y a des actions sans agent, et que notre monde est rempli d'actions sans agent, et qui sont faites pour agir à notre place. Mais en agissant à notre place, elles sont censées nous rendre service et nous rendre la vie plus confortable, mais ce faisant, elles réduisent notre habilité d'agir et de décider par nous-mêmes. Et donc, au lieu d'augmenter notre marge de liberté, en fait, elles réduisent notre marge de liberté. Il existe aussi des robots véritablement indépendants qui ont comme caractéristique d'agir par eux-mêmes. Les plus célèbres à l'heure actuelle, c'est les drones. Peut-être que je m'arrête? Ou doucement, mais sûrement. Sûrement, ok. Mais je vais quand même parler de ceux-là. Les plus célèbres à l'heure actuelle, c'est les drones militaires, qui ne servent pas seulement pour le militaire, parce qu'ils peuvent servir aussi pour faire autre chose. Mais ce qui est certain d'un drone,
c'est qu'on est capable, si le gouvernement américain ou pas américain, de n'importe quel autre pays, envoie un drone et qui assassine des gens, une chose qu'on sait de façon très sûre, c'est qui a fait l'action. Et nous sommes capables de penser le rapport moral à ce genre d'action d'une façon semblable à la façon dont nous pensons les rapports moraux entre nous. Mais les actions sans agent, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, je m'arrête là. Merci Paul Dumouchel. Bruno Latour, c'est à vous. Alors, je pense que vous livrerez un petit travail de déconstruction puisque la formulation de la question ne vous avait pas convaincu. Disons qu'il est assez cocasse ou stupéfiant, selon les exemples, de venir à un colloque qui veut remettre l'humain au centre comme s'il n'y était pas déjà et comme s'il n'y était pas déjà trop. Le problème des mutations écologiques, comme vous le savez, c'est plutôt une présence exagérée de l'humain au centre. Et comme anthropologue des modernes, cela m'intéresse toujours de voir l'extraordinaire distance entre le moment où l'on se trouve et la pensée. Et donc c'est assez amusant pour moi, émouvant ou troublant, de penser qu'on intitule, avec un énoncé qui aurait parfaitement fonctionné dans les années 50, justement, au grand moment de la modernisation, en 2014, un décalage de presque 80 ans avec la situation de notre temps. Donc ce n'est pas une déconstruction, c'est une critique, disons, amicale. Le problème du mot technoscience, c'est qu'il a un sens lourd de toute la pseudo-philosophie des techniques de Heidegger, mais il a un sens beaucoup plus simple, c'est le sens dans lequel je l'ai toujours utilisé, moi et mes collègues historiens des sciences, c'est que nous sommes tous, vous autant que moi, et que les innombrables radios, ordinateurs qui nous entourent, équipés d'une multitude d'instruments qui, loin d'être extérieurs à notre définition d'humain, nous a fait humains. Et donc le mot technoscience veut simplement dire que la plupart des choses avec lesquelles nous existons comme humains ont été produits en partie, pas simplement, mais beaucoup, souvent, dans des laboratoires. Madame rappelait le rôle d'IBM et de ses laboratoires remplis de prix Nobel. C'est ça qu'on veut dire par technoscience. Ça n'a rien à voir avec une espèce de menace mystérieuse d'une philosophie assez vague. Le troisième point, qui est aussi un problème d'histoire des techniques, est assez important, c'est que c'est un thème que les archéologues connaissent bien, tous les lecteurs de Leroi-Gourhan et de la grande tradition archéologique et technologue en France le savent bien. Définir un humain sans ces techniques, ça n'a pas beaucoup de sens. Nous sommes formés, nous sommes façonnés depuis la tête, les yeux, le front, la main, les pieds, par notre accès et notre connivence et notre amour des techniques. Je crois être le seul philosophe qui ait jamais écrit un livre qui s'appelle « L'amour des techniques », il est vrai, sur un métro automatique, sujet qui intéresse assez peu les sociologues d'habitude. Et donc, si on voulait retirer les technosciences de l'humain, on parle de quoi? On parle soit des relations mondaines, donc il faudrait plutôt aller du côté de Proust, des relations exclusivement mondaines, n'est-ce pas? Soit, comme je l'ai souvent montré, du côté des singes. Effectivement, les singes, en partie, pas les chimpanzés, mais du moins les babouins, ont des relations plutôt sociales. Ils sont assez proches du but produit par ce colloque, c'est-à-dire mettre le social au centre. Mais pour le reste, j'avoue qu'il y a assez longtemps, disons, les archéologues hésitent, mais enfin en gros 1 million d'années depuis que nous sommes dans les technosciences. Quatrième point, je trouve l'expression de post-humain plus qu'absurde. Je pense que soit on dit « nous avons toujours été post-humains », c'est l'argument des archéologues, c'est-à-dire de Leroi-Gourhan, nous avons toujours été produits comme un être humain par les techniques, soit on fait allusion à toute une bande de zozos dans les universités américaines qui vendent ce que l'anglais dit par le mot « hype », mais je pense qu'il faut le traduire par « fausse publicité », et qui consiste à projeter des petits morceaux de techniques bricolées dans un laboratoire en transformation radicale du monde.
dont aucune n'a jamais fonctionné. Il s'agit toujours de petits essais plus ou moins bricolés dont les résultats négatifs sont soigneusement dissimulés, mais je ne sais pas pourquoi, et là je suis extraordinairement surpris que ça intéresse des gens des semaines sociales, ça fascine beaucoup. C'est comme si on vous disait que la publicité sur le cloud, puisque maintenant on doit tous être sur le cloud, et on vous invite tous à être sur le cloud, ça voulait dire que tous les gens qui sont ici allaient se balader dans le cloud et se télédécharger dans le cloud parce qu'ils étaient, selon, il y a aussi des post-humanistes qui disent ça, parce que comme on est uniquement fait de données, on pourrait en fait transformer tout notre corps en une sélection de 0 et de 1 et rien n'empêcherait de nous télédécharger dans l'espace. Mais ce que les gens du cloud ne disent pas, c'est que pour activer les ordinateurs de Google, il faut l'équivalent de 4 ou 5 centrales nucléaires entièrement consacrées à refroidir les ordinateurs de Google qui sont bel et bien sur le sol. Et notre prédécesseur, la présidente de la CNIL, sait bien à quel point toutes ces élucubrations sur la dématérialisation virtuelle par le numérique est fausse. Le numérique est une rematérialisation et, j'ajouterais, une refragilisation des connexions entre humains et non-humains, ce qui est notre condition humaine depuis 1 million d'années. Les gens qui parlent du post-humain se plaignent dès qu'ils n'ont plus de contact avec le réseau et dès qu'il y a une coupure réseau. Donc s'il y a quelque chose dont on se rend compte, c'est que le post-humain est je crois qu'il faut le laisser et l'oublier complètement et surtout ne pas consacrer l'énergie des semaines sociales à un sujet qui n'en est pas. Le sujet, en revanche, qui existe, c'est que l'humain se trouve par une transformation assez extraordinaire et assez imprévue, en tout cas qui aurait été imprévue dans les années 50 au moment où on imaginait le thème de ce colloque, qui est que l'humain est beaucoup trop au centre. Je rappelle quand même ce qui est un petit effet qui devrait nous faire rire d'un rire homérique, que les géologues insistent sur le fait que nous sommes entrés dans une nouvelle époque qu'ils appellent, et ce n'est pas nous les philosophes qui l'appelons comme ça, mais l'anthropocène, et le mot anthropocène, qui s'ajoute à l'holocène, qui a commencé il y a 13 000 ans, dit quelque chose d'assez simple. L'humain, c'est-à-dire non pas moi ni vous, mais nous tous ensemble, l'anthropos, nous sommes tellement au centre de l'activité de cette planète que nous en sommes la force géologique majeure. Et donc faire un colloque pour remettre l'homme au centre, juste au moment où des milliers de scientifiques essayent désespérément de rappeler que cette position de l'homme au centre est justement la source d'une catastrophe majeure et d'une transformation, en tout cas totale, de la planète, c'est quand même assez cocasse. Et c'est surtout un aveuglement, ou je dirais même un déni du problème posé par l'humanisme. C'était d'autant plus amusant que les semaines sociales de sciences ont quand même un petit lien avec l'histoire chrétienne de ce pays et qu'au fond, on a mis quand même 2 siècles, je profite de ça puisque le grand professeur Émile Poula, grand professeur spécialiste du modernisme, est mort hier, on a mis 2 siècles à réconcilier l'Église avec l'idée que l'humain était peut-être au centre, juste au moment où il fallait faire presque le contraire. Et dire non, l'humain est beaucoup trop au centre, il est attaché à toute une série de transformations et que les biologistes et les géologues maintenant disent être des transformations géologiques, et il va peut-être falloir se reposer des questions sur l'origine humaine et sur l'origine et sur l'importance de l'humanisme. Et donc je finirai simplement sur ce point. S'il y a un thème qui me paraît important pour une association comme la vôtre, qui a pour but d'essayer de réfléchir un petit peu au temps, et non pas au temps d'avant, aux anciens futurs que nous avions avant la mutation écologique, c'est le lien absolument essentiel maintenant entre les grands thèmes théologiques, en particulier celui de l'incarnation, qui a quand même un petit rapport avec le fait de ne pas mettre l'humain au centre, et la question écologique. Et je finirai sur une phrase que j'ai souvent utilisée pour rappeler cette évidence. Elle est de l'Évangile, mais un peu transformée. À quoi te sert de sauver ton âme si tu viens à perdre la terre? Merci.